vers un meilleur repérage et prise en compte des besoins spécifiques des jeunes aidants, construire son identité singulière lorsque l'on est un ou une jeune aidante d'une proche ou d'un proche en situation de handicap. Donc j'appelle Nathalie Jeanne, vice-présidente de l'association D'une rive à l'autre, ainsi que Virginie Gracio, également donc présidente de l'association D'une rive à l'autre. On a dit ce matin 500 000 jeunes aidants, en tout cas mineurs, repérés, un chiffre sans doute sous-évalué. On va voir un peu quels enjeux de repérage et de prise en compte des besoins spécifiques de ces jeunes aidants on rencontre. Bonjour à tous. Donc on est ravis de venir vous présenter aujourd'hui, de vous présenter une action qu'on a développée en Gironde qui porte sur les jeunes aidants. Donc notamment ici des fratries qui sont concernées par des frères et sœurs qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble du neurodéveloppement, voilà, au sens large. Donc aujourd'hui, on va vous parler essentiellement de ça. Donc moi, je suis Virginie Gracio, je suis la présidente de l'association D'une rive à l'autre. Je suis aidant familial également, à temps plus que plein. Et je suis parent d'une fratrie de 2 enfants, dont ma fille aînée, Camille, qui a 19 ans, a plusieurs troubles du neurodéveloppement. Voilà, donc un profil assez complexe, non oralisante. Donc voilà, au-delà du handicap, il y a aussi toute la gestion du comportement lié au fait de ne pas pouvoir communiquer. Et donc, j'ai un garçon plus jeune, Marius, qui a 13 ans, qui n'a pas de handicap, mais en tout cas qui est très largement impacté par cette question de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. Bonjour, moi je suis Nathalie Jeanne, je suis vice-présidente de l'association D'une rive à l'autre et je suis également maman d'une jeune femme de 23 ans. Et depuis sa naissance, donc depuis 2000, j'ai découvert le statut d'aidant familial, puisque ça fait 23 ans que je suis aidant familial à temps plein. Donc, l'une des missions de notre association est d'apporter un soutien essentiel aux familles et aux aidants. Et dans ce cadre, on a été particulièrement attentif aux jeunes aidants. Donc déjà, qu'est-ce qu'un jeune aidant ? C'est un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans qui apporte une aide significative, régulière à un proche malade en situation de handicap et ou de perte d'autonomie. Entre 18 et 25 ans, on parle de jeunes adultes aidants. À ce jour, il n'y a pas de réel consensus sur la définition des jeunes aidants et celle-ci varie selon les organismes. Les aidants assument un niveau de responsabilité qui est habituellement celui d'un adulte. La personne qui reçoit ces soins est souvent un parent ou un membre de la fratrie, plus rarement un grand-parent ou un autre proche. Les jeunes aidants sont une population encore très peu connue et reconnue en France. L'entrée dans l'aidance peut se faire de façon très tôt. Alors, sur la question des jeunes aidants, nous, on va plutôt vous parler aujourd'hui de tout ce qui est lié aux fratries, en fait. On ne va pas vous parler d'un jeune aidant qui porte le rôle d'aidant pour son parent, parce qu'en l'occurrence, au niveau de l'association, c'était plus la question des frères et sœurs qui se posait sur le besoin de soutien et d'accompagnement. Donc rapidement, quand même, sur la question du contexte, on vit quotidiennement l'autisme ou les troubles du neurodéveloppement pour savoir que c'est un handicap qui est assez lourd au quotidien, puisqu'il impacte différents domaines de développement et qui va toucher à la fois la vie scolaire, sociale et professionnelle des parents, mais également des frères et sœurs. Souvent, ce sont les parents et les fratries qui sont en première ligne, puisqu'ils sont amenés à accompagner la personne en situation de handicap. Alors je dirais que c'est tout handicap confondu, mais ceci dit, dans l'autisme, il y a quand même un appui au quotidien qui est extrêmement important, puisque l'autisme ou les troubles du neurodéveloppement, on va dire au sens large, ça va impacter la qualité de vie à différents niveaux, le sommeil, l'alimentation, la motricité, le domaine cognitif, la communication, le comportement, etc. Donc voilà, vous imaginez bien que sur la question de l'aidance, ça demande en fait une présence permanente des aidants, que ce soit les parents, mais également les fratries. Alors même si on ne le fait pas spontanément ou qu'on essaie de les préserver, les frères et sœurs, ils sont quand même largement impactés. Et ils sont amenés à stimuler beaucoup leurs frères et sœurs, souvent, ou à être présents pour prendre un peu le relais du parent qui est fatigué, qui est épuisé, qui n'en peut plus, parce que c'est la réalité du handicap et de ce handicap en particulier.
Dans ce cadre-là, il nous a semblé, nous, assez vite important de pouvoir soutenir la question des jeunes aidants. Voilà, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Souvent, on pense aux parents. On a beaucoup évolué sur l'accompagnement des parents. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais c'est vrai qu'on oublie, on a tendance encore à oublier, même si depuis quelques années, il y a des études de plus en plus importantes qui sont portées sur la question des jeunes aidants. On a tendance à oublier l'impact que ça peut avoir sur les frères et sœurs qui sont en construction, il ne faut pas l'oublier quand même, hein, et qui vont porter des charges quand même très lourdes. On souhaitait quand même rappeler que sur les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé sur la question de l'accompagnement des enfants et des adolescents avec autisme. Alors, on s'est focalisé sur les enfants et les adolescents. Il y en a également sur le volet adulte. Mais là, en l'occurrence, pour les frères et sœurs, cela concernait davantage des enfants et des adolescents. En tout cas, la Haute Autorité de Santé, elle explique bien que les aidants ont une place à jouer dans l'accompagnement de leurs enfants et qu'au-delà de ça, il est important de pouvoir accompagner les frères et sœurs sur différentes modalités d'accompagnement, que ce soit par exemple des groupes de parole, des ateliers de médiation, etc., mais de pouvoir les aider à vivre ce quotidien qui est vraiment difficile. Alors, les impacts de l'aide sur les jeunes aidants. Une étude internationale a montré que l'aide pouvait avoir des conséquences négatives, mais aussi positives. Donc, dans les conséquences négatives, bien sûr, il y a la santé mentale et physique du jeune aidant, il y a la scolarité et l'activité professionnelle, les loisirs et la vie sociale. Mais on sait aussi que ça a des axes positifs, tels que le développement des capacités empathiques, de la sensibilité et du respect envers autrui. Le développement des compétences et de l'autonomie et des meilleures capacités d'adaptation, un lien renforcé entre le jeune et le proche aidé. On sait aussi que, par exemple, dans le TSA, pour nos jeunes, on a souvent des comportements un peu tyranniques. Donc, c'est un surhandicap pour nos jeunes à subir, puisque, en fait, ça peut provoquer des comportements assez violents dans la fratrie. Alors, sur les constats concrètement au niveau de l'association, l'action frères et sœurs, on l'a appelée comme ça tout simplement parce que ça concernait les fratries. Voilà, on n'avait pas forcément envie de faire quelque chose de compliqué. Elle est née en 2016 à partir du fait qu'au niveau de l'association, on accompagnait 6 enfants et adolescents avec TSA sur des prises en charge plutôt psychoéducatives. Et que les frères et sœurs participaient à différents ateliers, notamment de loisirs, et ils ont fait remonter le besoin d'être accompagnés, en tout cas de mieux comprendre pourquoi leurs frères et sœurs avaient un comportement atypique, pourquoi ils ne pouvaient pas jouer comme avec les autres enfants, etc. Donc ça, c'est, on va dire, la première porte d'entrée de pourquoi est-ce qu'on a monté le projet Groupe Fratrie. Et la deuxième porte d'entrée, ça a été que depuis 2017, on mène différentes actions de sensibilisation à l'autisme et à la différence dans les écoles, les établissements scolaires, et que beaucoup d'enfants venaient nous voir en fin d'intervention pour nous parler de leur statut de jeune aidant, même s'ils ne l'identifiaient pas. En tout cas, nous parler de cette maman qui avait un syndrome d'Asperger, ce frère ou sœur qui était en situation de handicap. Et souvent, les enseignants étaient assez étonnés en fait, d'apprendre que dans la fratrie, que ces enfants étaient concernés par le handicap ou la maladie à la maison. Voilà, c'était quelque chose qui était tu, en fait, qui n'était pas dit ou oralisé par les frères et sœurs. Alors, les objectifs du groupe Fratrie, on va dire très largement, c'était vraiment d'offrir un espace d'échange et de dialogue aux enfants. Le premier groupe Fratrie, il a démarré, les enfants avaient entre 6 et 10 ans. Et on souhaitait vraiment que ces enfants puissent avoir un espace à eux, sans les parents, où ils puissent libérer la parole et dire ce qu'ils avaient envie de dire, sans la présence des parents. Et aussi, l'idée quand même importante, c'est quand on a entre 6 et 10 ans, on est un enfant avant tout, d'être un frère ou une sœur d'enfant en situation de handicap, et que c'était important qu'ils puissent rester des enfants, en fait, qu'on leur donne cette place de rester des enfants. Donc les objectifs, on va dire, plus détaillés, donc c'est vraiment de pouvoir offrir un espace de rencontre et de dialogue régulier pour répondre aux questionnements et aux inquiétudes des frères et sœurs, parce qu'ils sont nombreux. Développer le soutien social à travers le partage d'activités ludiques, parce que c'est aussi se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ce type de situation.
c'est-à-dire de pouvoir réunir dans un même espace plusieurs fratries pour qu'ils puissent échanger sur le fait que je ne suis pas seule à porter ça en fait. Je peux aussi échanger avec d'autres frères et sœurs qui vivent la même chose, à des degrés différents, mais en tout cas qui vivent la même chose. Forcément, c'est aussi de donner de l'information à la fratrie sur vraiment les spécificités des TSA, en l'occurrence ici. On est très focalisé là-dessus, mais c'est pas forcément... ça va dépendre après du handicap, mais nous, on était vraiment sur les TSA, les TND. Donc, c'est vraiment donner de l'information à la fratrie sur des choses très concrètes du quotidien. J'ai mon frère ou ma sœur, je suis en train de jouer dans ma chambre. J'ai mon frère ou ma sœur qui vient prendre mes jouets comme ça, sans me prévenir, sans me... Voilà, comment je fais, comment je peux faire pour qu'il ne le fasse pas, comment je peux prévenir des troubles du comportement, etc. Des choses très concrètes en fait, du quotidien qui impactent largement les fratries. Et forcément, c'est aussi de donner un espace, on va dire, global aux frères et sœurs, mais aussi aux parents. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir des passerelles aussi entre les frères et sœurs et les parents. Alors, sur la question des groupes, très rapidement, en 2017 est né un premier groupe fratrie. Alors, vous allez voir, ce sont des petits groupes de 5 jeunes aidants âgés de 6 à 10 ans. On a choisi de ne pas faire des grands groupes parce qu'on souhaitait que les enfants puissent échanger entre eux et vraiment créer des liens d'amitié. Donc, on a proposé, au départ, c'était vraiment en expérimentation, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop où on allait, on n'avait pas forcément de subventions non plus dédiées. Donc, on a créé un premier groupe avec des temps de parole qui étaient co-animés par une psychologue et une éducatrice spécialisée sur une fréquence de rencontres tous les 2 mois. On s'est rendu compte, alors pourquoi de la co-animation? Parce qu'on souhaitait qu'il y ait à la fois un temps de parole où on recueille la parole des frères et sœurs, mais également que l'éducatrice spécialisée, plus spécialisée sur les TSA par exemple, puisse vraiment donner des outils et des stratégies aux frères et sœurs pour vivre avec l'autisme au quotidien. On a fait des bilans à la fin de ce premier groupe et les fratries nous ont dit c'est super, on se rend compte de ce que c'est un peu mieux l'autisme, on peut en parler, on a des copains qui vivent la même chose, des copines. Mais on aimerait bien aussi pouvoir s'amuser de temps en temps quand même, et pas parler tout le temps du handicap. Des choses très simples en fait. Donc on a rajouté sur ce deuxième groupe fratrie en 2018-2019 un temps en démarrage d'action et en fin d'action, des temps un peu plus ludiques en fait, où on a interrogé les fratries sur ce qu'ils aimeraient faire pour partager des choses ensemble. Donc des choses très simples, faire une chasse au trésor, aller faire du kart, voilà, mais qui puissent resserrer ces liens en fait, entre eux en dehors du fait de parler du handicap. Donc là, on est parti, sur la deuxième année, on est passé sur une fréquence de rencontres mensuelles qui convenait bien aux enfants. Voilà, on est toujours sur le même groupe à peu près. On a gardé, sur le premier groupe, on a gardé 4 jeunes aidants sur 5, donc ce qui était quand même bien. Alors après, on vous expliquera un petit peu les freins qui étaient liés à ça, justement. Troisième année, on a fait évoluer les groupes parce que tout simplement, on a eu plusieurs subventions nationales sur la question des jeunes aidants. Donc, on a pu mettre davantage de moyens aussi et on a tenu compte toujours du recueil de données qui était donné par les fratries et également par les parents. Et ce que nous ont dit les enfants, c'est que ça faisait 2 ans qu'ils parlaient de l'autisme, des TSA, du TND, etc., qu'ils apprenaient plein de choses, mais qu'ils aimeraient bien aussi faire autre chose. Donc on a choisi de prendre un peu le levier de la médiation artistique et on a, au-delà des groupes, des temps de parole et des temps ludiques, on a mis en place des ateliers théâtre-répit qui étaient insérés aussi à l'intérieur et qui permettaient aussi, c'est pour ça qu'on a pris ce volet-là, qui permettaient aux fratries de pouvoir monter sur scène, créer une pièce de théâtre sur le handicap qu'ils allaient monter eux-mêmes et être mis sur le devant de la scène parce que souvent, dans la question du handicap, les fratries sont en second plan en fait. C'est souvent le frère ou la sœur qui prend toute la place malheureusement parce que il faut l'amener à telle prise en charge, etc. En 2021-2022, il y a eu l'après-Covid, donc on n'a pas pu faire grand-chose. On a essayé de poursuivre sur des journées répit, plutôt des journées complètes, voilà, avec différents enfants, des enfants qui avaient entre 5 et 12 ans. Et l'année dernière, on a fait évoluer le groupe à la demande des enfants sur plutôt de la médiation à travers le dessin. Donc on a fait appel à une illustratrice pour dessiner, mettre en dessin ce que disaient les fratries sur des thématiques du quotidien,
par exemple partir en vacances, etc. On va vous montrer très rapidement après des exemples. Je vais vite parce que du coup je suis bavarde et qu'on ne va pas avoir le temps. Donc sur les frères et sœurs au niveau des groupes fratries, ça concerne donc des frères et sœurs qui ont une fratrie avec un trouble du spectre de l'autisme, un trouble du neurodéveloppement, syndrome d'Angelman, et l'année dernière, une personne qui avait aussi un handicap moteur. On est sur 62% à peu près, où ce sont des fratries qui sont des cadets. Donc ça veut dire que le modèle, c'est l'enfant en situation de handicap et que ce n'est pas toujours facile de se construire avec ce modèle-là. Et on a 85% des parents qui sont en couple, voilà, pour 15% de parents séparés. Ça, c'est juste pour vous donner un peu des données statistiques. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Je vais vous passer juste un petit extrait de l'atelier groupe fratrie sur le théâtre, si ça fonctionne. Nous sommes aujourd'hui donc dans un atelier théâtre, ce qui permet donc aux enfants de participer à des activités avec les fratries donc, qui se retrouvent sans les frères et sœurs handicapés. C'est aussi un lieu pour pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont à dire. Et à la rigueur, ça va les chercher là où même ils n'ont pas forcément idée de ce qu'ils vraiment ils ressentent, si c'est de la colère, de la peur, de la tristesse. Et je pense que ça va les titiller là où ça fait mal. Ils se font des copains, des copines qui vivent également le même genre de problème. On fait du théâtre pour nous ou pour nos sœurs des fois. On fait du théâtre, c'est très bien. On apprend plein de choses. On est super important. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Tout au long de l'expérimentation, bien sûr, on a fait un recueil des données. Donc, il y a eu 2 questionnaires de satisfaction qui ont été distribués aux familles. Le premier était dédié aux jeunes aidants et le deuxième aux aidants. Le questionnaire enfant comprenait 6 questions avec une échelle de satisfaction globale et le questionnaire aidant, lui, comprenait 10 questions. Donc en fait, qu'est-ce qui est ressorti de ce bilan? Que le statut du jeune aidant était valorisé, que son sentiment d'être compris et d'appartenir à un groupe avec des situations similaires et qu'il avait un partage d'activités frères-sœurs, ce qu'il ne connaissait pas beaucoup dans le reste de son temps. Le resserrement de liens d'amitié, de solidarité entre les fratries et les familles ayant participé au projet. Et une dédramatisation de situations, une confiance en soi, une ouverture sur l'extérieur, de nouvelles perspectives d'expression pour le théâtre et le dessin, par le théâtre et le dessin. Il faut savoir qu'on était vraiment dans le cadre de handicaps complexes avec souvent des troubles associés. Donc, quelques témoignages de jeunes aidants. Donc, par exemple, à la question « À quoi sert, selon toi, le groupe fratrie ?» Il sert à comprendre ma sœur et aussi à rencontrer d'autres enfants qui ont des sœurs comme la mienne et qui peuvent me comprendre et à qui je peux parler de mes relations avec ma sœur. Il sert à parler, se sentir mieux et exprimer mes émotions. As-tu d'autres propositions à nous transmettre pour améliorer le groupe fratrie ? J'aimerais bien créer un livre sur ma vie et ce qu'il se passe à la maison, comme par exemple en résumant chaque jour d'une semaine et la progression dans le temps. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. En fait, on a proposé aux enfants de travailler avec une illustratrice sur des situations du quotidien. On avait choisi une vingtaine de thématiques. Et à chaque rencontre, les enfants devaient choisir une thématique qui leur parlait et l'illustrer. Ce guide il est en cours de finalisation. Il va être terminé ce mois-ci. Et l'objet de ce petit livret, c'est de pouvoir sensibiliser les collèges sur la question des jeunes aidants, parce qu'on a beaucoup de mal à les repérer, ils n'en parlent très peu, en fait. Ils en parlent à la maison, mais souvent à l'école, c'est quelque chose qu'ils taisent, et que c'est important de pouvoir l'identifier, puisque, par exemple, au niveau des jeunes aidants qu'on a accompagnés, on a une petite fille de 8 ans qui avait clairement des idées suicidaires à 8 ans. Donc vous imaginez avec l'adolescence, au-delà de ça, voilà, c'est aussi ça, il faut pouvoir prévenir aussi des situations difficiles et à risque.
Ce guide, il va enrichir une exposition itinérante qu'on a créée en 2022 sur la parole des aidants, qui prend en compte à la fois les paroles des aidants familiaux, mais également des jeunes aidants et des aidants professionnels, avec des totems et des personnes utilisatrices de communication alternative et améliorée, parce qu'on a beaucoup de jeunes non oralisants. Je termine, je me dépêche. Là, vous avez juste un exemple justement sur ce petit guide illustré de témoignages de jeunes aidants qui vont parler d'une thématique qui leur tient à cœur. Donc là, en l'occurrence, c'est Victoria qui a parlé de la famille et des amis. J'ai pas trop envie d'en parler à mes copines. J'ai une meilleure amie qui vient à la maison et une fois, ma petite sœur a cassé le cadeau de ma copine. Ça lui a fait de la peine. Je crois pas qu'elle connaisse très bien le handicap, qu'elle se met en colère et je sais pas trop comment lui expliquer. D'être toujours meilleure amie, je voudrais quand même qu'on reste toujours meilleure amie. Passer sur une parce que sinon on n'aura pas le temps, pardon. Comme ça, je clôture sur un autre exemple. Donc là, c'est Marius, c'est mon fils cadet, qui parle de la crise et de la gestion du comportement chez sa sœur. Et donc, il dit « C'est impressionnant, une crise. Une fois, ma sœur a décroché la télé du mur et elle l'a jetée par la fenêtre. » Bon, en vrai, ce n'était pas par la fenêtre, mais bon, elle l'a fait jeter quand même. Elle en est à sa 3e télé. Elle a une force incroyable quand elle est en crise. Et là, vous avez l'illustratrice qui a fait un schéma assez éloquent de télé qui partent au cimetière, voilà, donc qui témoigne aussi de cette réalité-là d'une façon un peu plus légère sur la question des troubles du comportement. Et donc, dans ce petit livret, ici, vous avez, par exemple, sur certaines pages, des informations pour expliquer aussi ce que c'est qu'une crise, ce que ça peut être un trouble du comportement. Donc là, en l'occurrence, Marius parle des difficultés de sa sœur à pouvoir communiquer puisqu'elle n'a pas la parole, qu'elle a un outil de communication alternatif et amélioré avec lequel elle fonctionne bien, mais néanmoins, ça reste quand même une difficulté de ne pas pouvoir communiquer comme les autres et que ça peut générer très vite des troubles du comportement. Moi, ce que je tenais à préciser, c'est que nous avons beaucoup travaillé sur la communication de nos enfants parce que nos enfants sont handicapés. Donc moi, ma fille a 23 ans, mais elle a dit son premier mot, elle en avait 7. Et elle a vraiment composer ces phrases à 18 ans. Donc notre association a été énormément investie dans la communication alternative et améliorée, mais en fin de compte, il ne faut pas oublier que la communication, c'est également pour tous et pas que pour nos enfants qui sont handicapés. Donc c'est également savoir écouter nos conjoints, mais aussi nos enfants et aussi les grands-parents. Donc en fait, la communication, ça se décline sous tous les sujets, sur tous les niveaux. Voilà, juste, on a remis, mais ça c'est juste pour conclure sur la question de la stratégie nationale sur Agir pour les aidants, sur l'importance en fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup axé sur le dernier volet des groupes fratries, sur le guide de sensibilisation, parce que c'est important de pouvoir repérer ces fratries, enfin ces jeunes aidants, pardon, au sens large, qui sont touchés par la maladie et le handicap et qui n'en parlent pas, pour pouvoir après éviter des situations à risque en fait, à l'adolescence et à l'âge adulte. Voilà, merci. Merci pour ce beau témoignage à 2 voix. Peut-être qu'on peut prendre le temps pour une question. Quelqu'un veut se lancer? Pas de questions. Moi, j'en ai une, au cas où. C'est simplement sur le repérage. Du coup, vous passez par des... En fait, c'est des personnes atteintes de TSA qui sont accueillies dans des établissements. Vous passez par les établissements pour repérer les fratries de ces personnes. Comment vous repérez finalement ces fratries? Alors, là, en l'occurrence, c'est plus des familles qui nous sollicitent, en fait, qui ont connaissance des groupes fratries, qui nous sollicitent pour savoir comment est-ce qu'on peut les accompagner au niveau des fratries. C'est eux qui vous repèrent. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup.